On est sur la plus célèbre artère de la ville. Le cours Mirabeau. Le cours Mirabeau, vous êtes déjà baladé ici? Oh là, plus que baladé. Je l'ai longé, je l'ai arpenté. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, il fallait se balader ici pour voir et être vu. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, pour manger des bonnes glaces aussi. Ça vous tenterait, un petit hôtel particulier sous les platanes? S'il y a une piscine à l'intérieur, oui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ici? Je dirais la lumière, le rythme de vie. Et puis quand même toutes ces petites places et rues avec des fontaines un peu partout. Vous avez l'âme du Sud, vous? Complètement. Je ne peux pas m'en passer. Bon, on est à Aix-en-Provence. Aix, c'est donc une ville qui a attiré de nombreux peintres. Le plus célèbre, c'est évidemment Cézanne. Cézanne. Il a peint plus de 80 fois la montagne Sainte-Victoire. Il y a un petit côté obsessionnel, non? On comprend, c'est tellement beau, cette montagne. C'est tellement inspirant. Ici, on peut entendre chanter les cigales, mais pas seulement. Il y a d'autres voix qui s'élèvent à Aix-en-Provence, surtout en été. Des voix lyriques. Des voix lyriques. Vous en avez une, vous, non? Oui. Ouais. Bonjour Julie Fuchs. Bonjour Valérie. Vous êtes l'une des sopranos les plus sollicitées de la scène internationale. On vous présente comme la nouvelle star de l'opéra français. Vous êtes ici évidemment pour le festival d'art lyrique. Vous allez nous en dire quelques mots avant d'aller découvrir ensemble les chefs-d'œuvre qui sont exposés en ce moment à l'hôtel de Caumont? Avec plaisir. On se balade. D'abord, c'est un des plus beaux festivals du monde, d'art lyrique, de musique. Et puis dans mon parcours à moi, c'est un festival qui m'a accompagnée assez tôt. J'étais toute jeune chanteuse et les premiers pas que j'ai faits dans ce monde-là, c'était au Festival d'Aix-en-Provence. Vous nous avez habitués au grand écart artistique et une fois de plus, l'éclectisme va être à l'honneur avec le spectacle que vous présentez cette année. De quoi s'agit-il? Bien, c'est un récital avec le pianiste Alphonse Semain. Vont se côtoyer des compositeurs comme Debussy, Poulenc, mais aussi Barbara, Björk, sur des textes de plaidoyer et de jugement de femmes au Moyen-Âge. On reste dans le quartier Mazarin pour découvrir, dans une sublime bâtisse de la ville, l'hôtel de Caumont, les trésors de la collection Tannhäuser. De Manet à Picasso, en passant par Braque, Matisse et Cézanne, des toiles majeures ont pour la première fois quitté le musée Guggenheim de New York pour s'installer à Aix-en-Provence. Cézanne. Ouvre-toi. Voilà. Donc Bibélus, c'était un endroit qui était vraiment hautement symbolique pour Cézanne, très important dans sa peinture. D'abord, il est né à Aix-en-Provence. Il est né à Aix-en-Provence, il va faire des allers-retours entre Aix-en-Provence et Paris. Et là, il décide de louer un petit cabanon dans les carrières de Bibémus. Et c'est la période où les artistes emmènent avec eux leurs chevalets, pots de peinture, puisqu'on est fin 19e siècle. Ont été inventés des petits tubes de peinture, donc on peut transporter toutes ces affaires dans son sac à dos. Et ainsi, on peint directement en plein air. Donc il découvre ces paysages. Alors ce qui est extraordinaire, c'est ces couleurs. On a ces tons ocre, ces verts, ces bleus. Donc ce Van Gogh, Sophie, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bon, il se sent pas bien, Van Gogh, donc son frère Théo lui conseille d'aller dans le sud, puisque dans le sud, il y a la lumière. Et là, à Arles, il va louer une maison qu'il va appeler la Maison Jaune, et il veut transformer cette maison en un atelier du Midi. Donc il appelle tous ses amis artistes pour venir le retrouver. Bon, finalement, il n'y en a qu'un qui viendra, c'est Gauguin. Puis finalement, ça finit par un désastre, puisque Van Gogh va se mutiler l'oreille. Donc là, il est vraiment pas bien, il est en période de crise. Voilà, il se fait interner à l'hôpital Saint-Paul de Moselle
à Saint-Rémy-de-Provence. Et en l'espace d'un an, il va réaliser ses chefs-d'œuvre, dont La Nuit étoilée, Les Iris, et dont ce tableau que nous découvrons ici à l'hôtel de Caumont. Alors on remarque que sa touche là, ce sont des petites spirales, hein, et ensuite il cerne d'un trait noir ces montagnes. Donc ces montagnes, elles bougent. Hein. Et moi, je suis frappée de la différence. Effectivement, dans ce tableau aussi, on sent quelque chose de beaucoup plus contenu, non, de plus rigide. Voilà, de plus réservé. Et puis là, il ça. se lâche complètement. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette femme aux cheveux jaunes? C'est une jeune fille qu'il rencontre à Paris. Elle est jeune, en effet, puisqu'elle a 16 ans. Lui, il en a 46 à ce moment-là, mais il est complètement passionné. Il tombe vraiment fou amoureux d'elle. C'est la période où, avec un simple trait, il va représenter son visage. Donc, il commence par le front, le nez, la bouche. Autour de son visage, il va placer les bras. Vous voyez ce travail de jeu de courbes et contre-courbes. Et alors les couleurs qui sont complètement éblouissantes. Mais c'est vrai que c'est quand même assez improbable de se dire que le même peintre a fait ça. Passer d'un style à un autre, ça vous parle ça, Julie? Moi, j'aime bien mélanger. Alors, j'ai pas 90 ans de carrière, hein. Mais déjà, j'aime bien effectivement sauter d'un style à l'autre, d'un compositeur à l'autre, d'un poète à l'autre, parce que je trouve que ça garde les choses vivantes. Cette année, l'une des pépites du festival, c'est Tosca. Le célèbre opéra de Puccini résonne pour la première fois au théâtre de l'Archevêché. La mise en scène est signée Christophe Honoré, qui, entre deux répétitions, nous retrouve au musée Granet. Christophe, comment est-ce que vous l'avez abordé, ce chef-d'œuvre de Puccini, Tosca? Ce qui m'a intéressé principalement, en fait, c'est que c'est un opéra où les personnages principaux sont des artistes. Il y a un peintre, il y a une chanteuse, une soprano, et c'est ça qui a été le point de départ pour la réflexion sur ce Tosca, d'essayer de voir, en étudiant cette œuvre patrimoniale très connue, comment à un moment qu'est-ce qui est permanent et qu'est-ce qui est impermanent dans les œuvres d'art. Donc d'essayer de faire comme ça, de proposer une mise en scène en fait qui se recentre vraiment sur cette chanteuse d'opéra et d'essayer d'évoquer comme ça le monde de l'opéra, le monde des divas et la mémoire en fait qu'on garde en nous de grandes œuvres du passé. Vous avez déjà foulé les planches du Festival d'Aix avec Così fan tutti, c'était en 2016, et vous avez déchaîné Les Passions avec une transposition en Afrique sous domination mussolinienne. Ça n'a pas plu à tout le monde, il faut dire qu'il fallait oser. Non, mais de toute façon, vous savez, moi, quand j'ai commencé à faire de l'opéra, en tant que metteur en scène, en tout cas, j'ai assez vite compris que le metteur en scène était vraiment celui qui embêtait un peu tout le monde. En tout cas, celui qui se faisait siffler au moment des saluts. Et le public d'opéra a parfois, pas tous heureusement, mais a parfois en fait ce côté-là un petit peu conservateur. Donc forcément, en tant que metteur en scène, votre fonction, c'est justement d'essayer de proposer d'autres lectures. Ça ne sert à rien de refaire des choses qui ont déjà été faites auparavant. Et donc souvent, en fait, vous provoquez effectivement une espèce de colère, comme si tout ce que vous aviez pensé et travaillé était absolument arbitraire et subjectif. La musique, elle a toujours été omniprésente dans votre œuvre, dans vos films. C'est une source inépuisable d'inspiration? D'inspiration, oui, certainement. C'est vrai qu'au cinéma, alors déjà parce que j'ai travaillé sur quelques formes comme ça qui pouvaient ressembler à la comédie musicale. J'ai fait chanter mes acteurs, que souvent dans mes films, les chansons ont une place presque scénaristique. Enfin, au cœur, elles ne sont pas que illustratives. C'est un outil précieux, la musique. Et puis surtout, ça permet de partager une espèce de mémoire collective. Avant de jouer les transfuges et de voyager
dans la soute. Votre équilibre, vous l'avez trouvé entre le cinéma, le théâtre, l'opéra, la littérature. Il y a des thèmes auxquels vous êtes fidèle, l'amitié, la jeunesse, l'homosexualité, la paternité, la fraternité. J'ai l'impression que c'est quand même très important pour vous de ne jamais vous enfermer dans une seule forme d'expression artistique. Vous dites que c'est un équilibre, c'est aussi un déséquilibre, hein, très honnêtement. Hein, ça rajoute de la fébrilité, ça fait aussi qu'on vous cerne peu, mais ça, j'aime plutôt bien ça, moi, de ne pas être dans une identité comme ça trop établie. Et puis, surtout, je suis convaincu que la manière, en fait, dont les frictions entre le cinéma, l'opéra, le théâtre, la littérature, ces passages de frontières constants que je suis obligé de faire, me semble être une manière assez juste d'être contemporain, en tout cas d'être attentif à un monde contemporain. Au cinéma, votre dernier film, c'est Chambre 212, une comédie virevoltante sur l'amour, le couple, la fidélité. Prix d'interprétation à Cannes pour Chiara Mastroianni dans la sélection Un certain regard. Quel est le propos, la petite musique que vous avez voulu installer dans ce film ? Déjà, je suis content qu'on dise que c'est une comédie parce que c'était pas joué d'avance pour moi quand on le tournait, que c'était une comédie. Mais j'ai vu que, effectivement, à Cannes, les gens étaient très joyeux. Parce que c'est vrai que en tout cas, c'est un film qui assume la joie de faire du cinéma. Puis c'est aussi un film, si je peux me permettre, qui dit avec une certaine légèreté quelque chose qui n'est pas du tout léger, en l'occurrence le temps qui passe et qui use. Voilà, après, le sujet du film est assez complexe et concerne quand même beaucoup de monde, en tout cas tous les gens qui ont des histoires d'amour qui durent. C'est un combat, en fait, pour que ça dure, parce qu'on rencontre d'autres gens, parce que le désir et le temps, c'est quelque chose qui vont rarement ensemble. Et donc c'est vrai que le film essaye d'être le moins hypocrite possible, justement, par rapport à ça. Vous êtes, Christophe, un habitué de Cannes. Vous avez présenté dans Paris à la quinzaine des réalisateurs les chansons d'amour, Plaire, aimer, courir vite en compétition, Les bien-aimés en clôture. Avec votre premier film, déjà, vous fouliez le tapis rouge. Est-ce que la première fois reste la plus importante ? Je dirais pas que c'est mon meilleur souvenir de Cannes, très honnêtement, la présentation de 17 fois Cécile Cassard, même si j'étais très fier, évidemment, d'être là. Mais j'ai eu des festivals de Cannes plus apaisés. Sur Plaire, aimer et courir vite, par exemple, qui était en compétition l'année dernière. C'était vraiment un moment... le film avait été très complexe à mettre en place et c'était un peu inattendu pour nous d'être en compétition. Et donc, du coup, c'était certainement une expérience plus douce, on va dire, que ce premier baptême de 17 fois Cécile Cassard. Le théâtre, vous y revenez sans cesse. Vous avez encore récemment triomphé au Théâtre de l'Odéon avec Les Idoles, Grand Prix de la critique 2019. Il y a évidemment sur les planches une énergie qui est très différente à ce qui peut se vivre sur un plateau de cinéma. Qu'est-ce que vous y puisez ? Il y a surtout une liberté, en fait. Vous voyez, même si moi, je suis dans un cinéma d'auteur qui est... relativement... en tant que metteur en scène, j'arrive à contrôler à peu près l'économie, la manière dont ça se passe, les méthodes de travail, etc. Malgré tout, c'est toujours quand même très, très lourd. Et c'est énormément de pression, alors qu'au théâtre, un spectacle comme Les Idoles, vous regroupez des acteurs que vous aimez bien et vous arrivez le premier jour. Et en plus, comme moi, je travaille plutôt en écriture de plateau, donc c'est-à-dire à partir d'impro, etc. Et vraiment, vous partez de rien pour créer quelque chose. Donc c'est... Honnêtement, pour moi, c'est le plus stimulant et le plus, le plus joyeux. C'est vraiment les moments de ma vie, par exemple, de la création des Idoles, sont vraiment des moments très rares pour moi et très précieux. Donc c'est normal que j'ai envie d'y retourner. Nous allons à présent découvrir un autre écrin au cœur de la ville. Le théâtre du Jeu de Paume, sublime scène à l'italienne, accueille une création mondiale. Et celle qui tient la baguette, c'est une jeune chef d'orchestre suisse-australienne, Elena Schwarz. Elena, vous êtes en pleine répétition, vous allez diriger les 1000 endormis. C'est un titre qui intrigue. Qui sont ces 1000 endormis ?
C'est un spectacle qui part d'une situation politique d'aujourd'hui, d'un futur proche en Israël-Palestine et qui devient une espèce de parabole des réalités politiques compliquées qui existent dans le monde. Ces 1000 endormis, pourquoi est-ce qu'ils dorment? On ne peut pas le dire? Si vous insistez. Il s'agit de la réalité complexe des détenus administratifs qui sont mis en prison sans connaître la date d'un procès. Voilà. Et donc qui sont dans une espèce de limbo en attente d'un verdict. Et donc dans le spectacle, ces 1000 endormis vivent, commencent une aventure voilà, qui les mène assez loin dans un monde symbolique. Un mot de votre parcours. Vous avez posé l'an passé vos valises à Los Angeles. Vous avez été la chef assistante du maestro vénézuélien Gustavo Dudamel qui dirige l'orchestre philharmonique de la ville. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Je retiens le côté cosmopolite de cette ville de Los Angeles. C'est complètement passionnant de voir autant de communautés vivre ensemble et se côtoyer et voilà, contribuer. Je trouve que l'orchestre, il a aussi tout à fait pris ce côté de la ville avec beaucoup d'initiatives, notamment des orchestres de jeunes dans toute la ville que j'ai pu visiter. Et puis de l'autre côté, évidemment, il s'agit d'un très grand orchestre, donc c'était une opportunité magnifique de travailler avec eux. Avant de nous quitter, on prend un petit peu de hauteur pour embrasser toute la ville et avoir un point de vue sur la montagne Sainte-Victoire qui a tant inspiré Cézanne. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission spéciale Aix-en-Provence à l'occasion du Festival d'Art Lyrique sur notre site internet. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. Alors je vous dis à très vite!